Mais rien n'a été mis en lumière, moi je dirais, publiquement. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, objectivement, ce que je lui ai dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que, à part la réaction immédiate qu'on a eue à la suite de la condamnation, au final, personne n'est jamais revenu longuement sur la condamnation elle-même et ses répercussions. Ça, c'est certain. Donc, c'est vraiment un point qui est essentiel. C'est-à-dire que le grand public doit aujourd'hui comprendre qu'on a condamné une personne à 15 ans de réclusion criminelle alors même qu'elle n'a aucun lien avec l'auteur de l'attentat. Enfin, je veux dire, c'est une création de la part de la justice qui est parfaitement inédite et qui est largement supérieure à des peines qui ont été prononcées à l'encontre de personnes qui étaient en contact direct avec Anzorov et pour lesquelles la radicalité avait été établie par les éléments de la procédure qui se retrouvent avec des peines d'emprisonnement avec sursis. Et moi, j'ai la ferme conviction du fait que s'il n'y a aucune intervention judiciaire à ce moment-là, c'est qu'en fait, tout le monde sait parfaitement que cette vidéo ne contient pas de provocation à la haine et qu'il n'y a pas d'incitation quelconque à la commission d'une action terroriste. La boucle est bouclée parce que dès le départ, plutôt que de se poser la question sur les raisons pour lesquelles les autorités étatiques n'ont pas identifié cette menace en lien avec Anzorov, n'ont pas non plus identifié les personnes qui constituaient son entourage immédiat, eh bien, la focale se tourne vers Abdelhakim Sefrioui et c'est le fait que depuis septembre, il est déjà à la recherche d'une cible et que cette recherche de cible, que cette détermination criminelle n'a aucun rapport avec Abdelhakim Sefrioui. Mais dans ce cas, si on le fait, on considère et on assume qu'en réalité, c'est une décision qui est parfaitement politique en lien avec la personnalité même d'Abdelhakim Sefrioui et qu'on ne fasse pas naître une autre réalité qui ne serait absolument pas documentable. Ça a été un véritable coup de tonnerre. Coup de tonnerre parce que nous sommes préparés pendant des mois à cette audience, qu'elle a elle-même duré plusieurs mois et que pendant ces mois, une chose était certaine, c'était la détermination d'Abdelhakim Sefrioui à démontrer son innocence comme il la clame depuis le début de cette procédure et depuis le début de l'information judiciaire. On avait un certain nombre d'éléments objectifs qui nous permettaient de démontrer qu'il n'avait aucun lien de responsabilité, aucun lien de causalité avec l'attentat et l'assassinat de Samuel Paty. Et en dépit de ces éléments, qui étaient des éléments matériels, nous n'avons pas été entendus par la Cour d'assises. Et non seulement nous n'avons pas été entendus par la Cour d'assises qui a décidé de condamner Abdelhakim Sefrioui, mais elle a également décidé de le condamner à la peine de 15 ans de réclusion criminelle, une peine largement supérieure à la peine qui a été prononcée à l'encontre de personnes qui avaient un contact effectif avec l'auteur de l'attentat et une peine guère inférieure à la peine qui a été prononcée contre des personnes pour lesquelles la Cour d'assises a considéré qu'elles étaient des complices d'Anzorov, de l'auteur de l'attentat, fait qui n'était pas reproché à Abdelhakim Sefrioui. Et on a véritablement le sentiment de ne pas avoir été entendu par la juridiction, déjà parce que Abdelhakim Sefrioui a été condamné par la cour d'assises, qu'il a été condamné moyennant, et on y reviendra, une motivation qui est extrêmement critiquable, aussi bien d'un point de vue juridique que d'un point de vue factuel, une motivation qui contient énormément d'erreurs, une motivation qui contient énormément de contre-vérités, et une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Les éléments qui sont reprochés à Abdelhakim Sefrioui, en tout cas selon la présentation qui est faite par l'accusation, c'est d'avoir contribué, participé à un climat de haine à l'encontre de Samuel Paty et qui aurait conduit à son assassinat. Sauf qu'en réalité, lorsque on examine les éléments de façon minutieuse, de façon approfondie, on voit en réalité qu'à aucun moment il se trouve associé à cette chaîne de responsabilité. Parce que les premiers messages qui vont être diffusés, ce sont les messages qui vont être diffusés par Brahim China. On est le 7 octobre et à ce moment-là, eh bien, il diffuse des informations sur la participation à un cours de sa fille en désignant assez rapidement le collège et en demandant une réaction. Et c'est véritablement ces informations
qui vont faire l'objet d'une diffusion extrêmement rapide, extrêmement importante et qui vont amener une prise de contact d'Abdelhakim Sefrioui et un échange entre Brahim China et Abdelhakim Sefrioui. Sauf qu'en fait, quand vous regardez les éléments, en réalité, lorsque Abdelhakim Sefrioui est amené à intervenir, les informations relatives à la tenue de secours, les informations relatives à l'identification de l'enseignant et à l'identification du collège sont déjà publiques et sont déjà diffusées. Et il faut le mettre en corrélation avec le fait que l'auteur de l'assassinat de Samuel Paty est en réalité à la recherche d'une cible depuis le mois de septembre. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est à la recherche d'une cible. On a aussi des éléments qui permettent de savoir qu'il y avait déjà des recherches sur son informatique qui permettaient de savoir que dès le mois de mai, eh bien, il avait pu s'interroger sur la responsabilité d'une CPE ou en tout cas des messages en lien avec la responsabilité éventuelle d'une CPE. Donc on voit que c'est quelqu'un en fait qui a une détermination criminelle et une détermination de passage à l'acte, une détermination avec une volonté de pouvoir trouver des cibles. Et en fait, il va y avoir cet effet d'opportunité avec ces informations qui vont être portées à sa connaissance et qui vont conduire à la commission de l'attentat. Et c'est ce que nous avons dit devant la cour d'assises. Je pense que le point le plus éloquent dans ce dossier, c'est de dire en fait, est-ce que si Abdelhakim Sefrioui est retiré de l'équation, l'assassinat a lieu ou non? Le fait est qu'il a lieu, puisque toutes les informations sont déjà en possession d'Anzorov, qu'il est déjà déterminé à passer à l'acte et qu'à aucun moment il ne va voir la vidéo d'Abdelhakim Sefrioui et qu'à aucun moment il ne va être en contact avec ce dernier. Et je pense que c'est vraiment un point qui est essentiel, c'est-à-dire que le grand public doit aujourd'hui comprendre qu'on a condamné une personne à 15 ans de réclusion criminelle alors même qu'elle n'a aucun lien avec l'auteur de l'attentat. Enfin, je veux dire, c'est une création de la part de la justice qui est parfaitement inédite parce que non seulement il n'a aucun lien avec l'auteur de l'attentat, mais que cet auteur de l'attentat ne connaît même pas Abdelhakim Sefrioui. Il n'y a aucun élément de la procédure qui permettrait de considérer que Anzorov connaîtrait Abdelhakim Sefrioui, soit personnellement, soit de réputation et de nom. Donc on est vraiment en fait dans le cas d'une abstraction intellectuelle qui a conduit à sa mise en examen et qui a conduit à sa condamnation. Un des raisonnements de la cour d'assises, c'est de considérer que à partir du moment où Abdelhakim Sefrioui apparaît dans une vidéo où il est question de secours, où il est question des conditions dans lesquelles il se serait tenu, eh bien ce serait la diffusion de ces informations qui aurait participé à la commission de l'attentat. Sauf que, encore une fois, les informations qui vont être divulguées à l'origine de cette vidéo vont ni conduire à l'assassinat qui a été commis par Anzorov, pas plus, par exemple, qu'à la démonstration que d'autres personnes auraient cherché à s'en prendre à Samuel Paty en découvrant la vidéo dans laquelle apparaît Abdelhakim Sefrioui. Donc déjà, c'est quand même une curiosité d'un point de vue factuel, une curiosité d'un point de vue matériel d'avoir une personne qui se voit reprocher un lien de causalité avec un attentat, avec une personne qu'elle ne connaît pas et une personne dont elle n'est absolument pas le complice, ni par apport de moyens, ni par apport d'instruction et ni même par la moindre incitation. Donc c'est une nouveauté. Maintenant, ce qu'on peut penser en lien avec sa condamnation, c'est qu'il y a deux choses qui ont pesé de façon considérable. Le premier élément qui a pesé de façon considérable, c'est la projection avec l'idée qu'on se fait de la personnalité d'Abdelhakim Sefrioui et avec ses combats passés et avec son passé militant. Le deuxième élément est plutôt en lien avec cette chape de plomb, qui est une chape de plomb politique, qui fait qu'en réalité, eh bien, il y a derrière la décision qui a été rendue une volonté de créer des nouveaux cas de figure, de responsabilité de personnes pour finalement en fait, empêcher certaines expressions, voire intimider pour empêcher que des expressions de critique puissent avoir lieu. Sur le premier élément relatif à la personnalité d'Abdelhakim Sefrioui, il suffit de mettre bout à bout les constatations qui ont été faites pour se rendre compte que le raisonnement
qui a été tenu par la cour d'assises ne tient absolument pas. Premier élément, c'est un rappel qui est un rappel évident, c'est que Abdelhakim Sefrioui n'a jamais été condamné pour des faits de violence ou pour des faits d'antisémitisme. Et ça, on a eu l'impression finalement que c'était mal entendu par la cour d'assises, alors même que c'est une évidence. Vous êtes face à quelqu'un qui a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, alors même qu'elle n'est absolument pas familière de la justice et que l'antisémitisme supposé ou sa radicalité supposée n'ont jamais donné lieu à la moindre réaction de la part des autorités judiciaires. Et que bien au contraire, s'il y a pu y avoir un procès qui avait pu être organisé à son encontre, il a conduit à sa relaxe. Ça déjà, c'est la réalité judiciaire du dossier. Ensuite, on nous dit passer militant en lien notamment avec des organisations de manifestations et ce collectif Cher Yassine qui porterait le nom d'un des fondateurs du Hamas. Sauf que là aussi, il faut rappeler quelques évidences. Ces quelques évidences, c'est que c'est un collectif qui est à l'origine de centaines de manifestations qui se sont déroulées sur la voie publique et qu'à aucun moment dans la procédure, on est venu nous apporter la démonstration, par exemple, que la tenue de ces manifestations aurait dégénéré sur des violences qui auraient amené une réaction de la part de l'autorité judiciaire et une condamnation. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, en fait, il faut confronter la réalité des choses avec l'impression qu'on cherche à faire naître parce que ces différentes manifestations n'ont jamais donné lieu à la moindre condamnation, quelle qu'elle soit. Et puis, s'agissant de l'existence même de ce collectif, de la même manière, en fait, pendant des dizaines d'années, il a pu exister. Et la décision de le dissoudre ne va intervenir qu'en octobre 2020, après l'assassinat et après l'attentat, dans un temps de réaction qu'on sait être un temps de réaction profondément politique. Donc on voit que les éléments sur lesquels cherche à se reposer l'accusation pour venir faire naître l'idée que les faits qu'on viendrait reprocher à Abdelhakim Sefrioui devraient être examinés à la lumière de son parcours ne tiennent pas, parce qu'il n'y a pas de condamnation et parce qu'il y a eu encore moins de sanctions administratives prononcées à son encontre. Et ce qui en plus est un élément extrêmement important, c'est que je pense au contraire que ces indications apportées par la participation et par l'organisation à ces différentes manifestations participent au contraire à convaincre d'une idée, c'est qu'il y a une cohérence dans l'activisme de la part d'Abdelhakim Sefrioui et dans les sujets pour lesquels il a toujours cherché à sensibiliser. Non seulement il y a une cohérence dans ses modalités d'action en lien avec des manifestations, en lien par le passé avec le fait d'avoir déjà pu contribuer à des manifestations en lien avec des faits de discrimination qui étaient allégués par des collégiennes. Et donc tout ça non seulement permet d'établir une véritable cohérence de parcours avec une absence de condamnation de la part des autorités judiciaires et cohérence en lien avec le fait qu'à aucun moment il y ait une porosité avec des organisations terroristes et avec des personnes qui auraient été condamnées pour des faits terroristes. Et ça, c'est véritablement un élément qui est central parce que dans ce dossier, en fait, on lui dit déjà, vous avez participé donc, à cette vidéo que l'auteur de l'attentat n'a pas vue. On dit, en fait, s'agissant de votre intention en tout cas de conduire à la commission d'un attentat, on l'a fait reposer sur l'idée qu'en tant que militant aguerri de ces questions, eh bien, il ne pouvait ignorer que cette vidéo serait susceptible de pouvoir être visionnée par des personnes qui pourraient passer à l'acte. Ça fait en fait une succession de si, ça fait une succession d'hypothèses et ça fait une succession d'hypothèses qui sont d'autant moins plausibles que les personnes avec lesquelles Abdelhakim Sefrioui est en contact dans le cadre de ses activités militantes, ce ne sont pas des personnes qui ont été condamnées pour des faits terroristes, mais ce ne sont pas des personnes qui baignent dans le terrorisme. Donc à aucun moment en fait cette argumentation ne tient parce qu'elle n'est corroborée par aucun élément matériel figurant au dossier et figurant à la procédure. Il faut bien comprendre que dans ces dossiers antiterroristes, on met des moyens qui sont des moyens considérables. Ce sont des années d'informations judiciaires, on exploite le moindre scellé, le moindre ordinateur, le moindre téléphone et toutes ces exploitations
donne lieu à un débat contradictoire et parfois d'ailleurs avec des contestations, parce qu'on se rend compte que vous pouvez avoir des procès-verbaux d'exploitation qui ne rendent pas parfaitement compte de la réalité et de l'intégralité des discussions telles qu'elles peuvent être contenues sur les ordinateurs ou sur les téléphones. Mais le fait est que dans ce dossier, en fait, on a toujours joué carte sur table. C'est-à-dire que dans ce dossier, on a toujours été très confiant sur le fait qu'on savait parfaitement que quelles que soient les exploitations numériques qui allaient être faites par les services enquêteurs, elles allaient conduire à une évidence que nous réitérons depuis le début de cette procédure, à savoir qu'à aucun moment ne peut être établi un quelconque lien entre Anzorov et Abdelhakim Sefrioui. Et donc, c'est vraiment un point qui est essentiel parce que ça ne procède pas simplement d'une simple affirmation de la part d'Abdelhakim Sefrioui, ça procède d'éléments d'investigation qui ont duré pendant des années. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'accusés aujourd'hui, en plus dans ces dossiers, qui peuvent dire à la juridiction, en fait, exploiter n'importe quel scellé numérique, de toute façon, vous aurez la démonstration que je ne suis pas en lien avec ces personnes. Et ça, c'est une originalité qui n'a absolument pas été prise en considération par la juridiction, qui a en fait raisonné de façon extrêmement abstraite en faisant en fait une distinction entre le fait qu'il n'avait aucun lien avec la commission de l'attentat et aucun lien avec Anzorov, et pour autant en cherchant à lui reprocher une responsabilité qui est quasiment morale, une responsabilité qui est quasiment symbolique, alors même qu'encore une fois, elle n'est absolument pas matériellement établie. Et vraiment, moi j'ai une interrogation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment pouvons-nous faire? C'est-à-dire que ça a été des débats qui ont duré des semaines, qui ont été extrêmement âpres. Il a apporté toutes les réponses qu'il pouvait apporter à la juridiction et pour autant, il n'a pas été entendu. Que faut-il faire? C'est-à-dire qu'en fait, si on le considère comme coupable dès le début, si on considère qu'il a un rôle dans la commission de l'attentat et que en fait, les débats qui se tiennent, les débats contradictoires se tiennent, eh bien, ne donnent pas lieu à ce que ces a priori changent, eh bien, à quoi bon de tels procès? À quoi bon ces procès qui sont éreintants aussi bien pour les accusés, pour la défense, que pour toutes les personnes qui peuvent y contribuer. Et c'est véritablement une interrogation que nous avons. Il est bien certain que, étant donné la position d'Abdelhakim Sefrioui, étant donné la réalité des éléments que j'ai exposés, à savoir cette absence totale de lien de causalité avec l'assassinat et avec l'auteur de l'attentat, il y avait une évidence qui s'imposait, c'était celle d'interjeter la peine. Parce qu'il n'était pas envisageable, de quelque façon que ce soit, de laisser une telle décision exister. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être un risque d'aggravation, mais ce risque d'aggravation, en même temps, il est accepté à partir du moment où, en fait, nous sommes du côté de la vérité. Nous sommes du côté non seulement de la vérité, nous sommes du côté du droit et nous sommes du côté de la démonstration de ce qui n'a strictement rien à voir avec l'attentat. Donc, en fait, ce risque d'aggravation est accepté par le fait que nous avons une feuille de route, c'est établir l'innocence et la démonstration que nous allons faire et que nous avons déjà fait devant la cour d'assises doit pour nous conduire à un résultat logique qui est celui de son acquittement. Et il faut bien comprendre aussi à la lumière d'autres procès qui ont pu avoir lieu qu'on est vraiment dans un cas de figure qui est parfaitement inédit. Cas de figure qui est parfaitement inédit parce que généralement si des personnes peuvent être condamnées du chef d'association de malfaiteurs, c'est que elles ont un lien soit avec l'auteur de l'attentat, soit avec des personnes pour lesquelles la complicité peut être établie. Et c'est extrêmement rare en fait, voire totalement inédit d'avoir une personne qui se voit condamnée alors même que non seulement elle n'a pas de lien avec l'auteur de l'attentat, mais qu'elle a encore moins de lien avec les personnes qui constituent son entourage le plus proche et des personnes qui ont été condamnées par la juridiction de première instance pour des faits de complicité. C'est tout à fait curieux en fait de constater que toutes les conséquences ne sont pas tirées de ce qui pourtant devrait être en fait des constatations matérielles totalement élémentaires. Il a été fait mention de plusieurs indications. Par exemple, il a été fait mention du fait que Abdelhakim Sefrioui était fiché S. Et on a opposé l'existence de cette fiche S comme la démonstration de sa radicalité. Sauf que lorsqu'on dit à la juridiction, en fait, vous n'avez pas cette fiche S. C'est-à-dire que cette fiche S, qui a été mentionnée de façon abondante pendant les débats, ne figure même pas dans la procédure. Est-ce que là encore, pour une juridiction professionnelle,
une juridiction composée de magistrats professionnels, ça ne doit pas interpeller d'avoir des éléments de contexte qui sont brandis par l'accusation et qui ne permettent même pas une quelconque vérification puisqu'ils ne figurent pas dans la procédure. Et de la même manière, au moment des débats et au moment de cette audience devant la cour d'assises, on a un enquêteur qui est venu nous présenter ce qu'il considérait comme le parcours d'Abdelhakim Sefrioui et ce qui constituerait la démonstration de son ancrage radical ou de son ancrage dans une cellule terroriste. Sauf qu'en fait, lorsqu'on regarde les éléments, déjà son rapport, il l'établit essentiellement sur la base d'articles de presse. Ce qui est quand même assez gênant pour un enquêteur professionnel de pouvoir établir un rapport sur non seulement des articles de presse, mais des articles de presse en plus dont le caractère complet, exhaustif et équilibré peut clairement faire débat. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir, c'est étrange parce que par exemple pour sa manifestation, où sont les procédures qui ont été diligentées à la suite de ces manifestations pour convaincre du fait qu'il y aurait eu des incitations à la haine, pour convaincre du fait qu'il y aurait eu des actes de violence. Bizarrement, on ne les a pas. Et au bout d'un moment, en fait, on ne peut pas juger de la personnalité d'une personne, qui plus est dans une affaire aussi grave, en se reposant sur des articles de presse. Ou alors si on se repose sur des articles de presse, c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est l'inversion des principes cardinaux du procès qui veulent qu'on doit apporter la démonstration de la culpabilité d'une personne, mais sur une base qui est une base exhaustive et qui permette d'avoir un débat qui soit un débat équilibré avec la totalité des éléments. Donc ça, c'est sur le premier élément. Le deuxième élément qui a beaucoup joué, c'est l'empreinte et c'est le climat politique qu'il y a autour des poursuites. Parce qu'on a vraiment en fait, le sentiment que derrière le cas d'Abdelhakim Sefrioui, il y a une volonté d'avoir une expérimentation judiciaire. Une expérimentation judiciaire dans le sens où on viendrait reprocher des prises de parole et en disant finalement, quelles que soient vos prises de parole, eh bien, potentiellement, on pourrait faire naître un lien de causalité avec par la suite la commission d'une action violente ou la commission d'un attentat. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de lien avec ces personnes que pour autant, eh bien, vous n'êtes pas responsable de votre propos. Mais sauf que ça peut éventuellement s'entendre dans les cas, par exemple, où vous avez de l'incitation à la haine, de la provocation à des actions violentes. Sauf que déjà, ce ne sont pas les qualifications qui ont été reprochées à Abdelhakim Sefrioui. À aucun moment, on lui a reproché des faits de provocation ou d'incitation à la haine. Donc déjà, d'un point de vue juridique, ça ne tient pas. Et du point de vue ensuite de la vidéo et de sa participation, les seuls éléments qui résultent de sa participation et de cette vidéo, c'est une demande de réaction, une demande de sanction, une demande de mobilisation et rien d'autre. Rien d'autre. Et qui s'inscrivent dans le cadre de son militantisme et en cohérence avec la totalité de son parcours. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une dénaturation aussi qui est faite en lien avec cette vidéo et avec ce qu'elle contient parce qu'on vient dire que cette vidéo aurait provoqué une action violente alors même encore une fois que vous n'avez aucun propos incitatif qui serait contenu dans cette vidéo. Et il faut rappeler également que cette vidéo, elle est diffusée plusieurs jours avant l'attentat. Plusieurs jours avant l'attentat et qu'on sait qu'elle est portée à la connaissance des services enquêteurs et qu'à aucun moment, ces services enquêteurs ne vont décider de diligenter des investigations, de le placer en garde à vue ou de lui demander de supprimer cette vidéo. Donc non seulement vous êtes dans le cas d'une dénaturation de la réalité de cette vidéo et en plus en fait vous êtes dans le cas d'une analyse qui est une analyse a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait les services enquêteurs n'ont pas justifié sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas jugé bon d'estimer que cette vidéo devait tomber sous le coup de la loi au moment où elle était diffusée, donc au moment qui aurait été le plus important pour estimer s'il y avait une responsabilité et si eh bien, la suppression de cette vidéo, par exemple, aurait pu empêcher la commission de l'attentat. Ça, par contre, vous n'avez aucune forme de réponse. Par contre, on vient réécrire l'histoire et cette réécriture de l'histoire, c'est de considérer qu'Abdelhakim Sefrioui, à partir du moment où il a ce parcours militant, peut-être qu'il n'est pas en lien avec l'auteur de l'attentat, mais en fait, vu que c'est la figure qui est la plus connue finalement du procès, eh bien, ça devrait valoir double. Ça devrait valoir double, voire triple
vu la peine qui a été prononcée à son encontre. Sauf qu'en fait, je veux dire, la justice ne devrait pas fonctionner comme ça. Elle ne figure pas parce que vous avez des têtes d'affiche d'un procès, elle figure encore moins parce qu'on cherche à en faire une logique d'exemple. Et d'ailleurs, une des meilleures démonstrations de cette logique de tête d'affiche, c'est lorsque vous échangez sur ce procès avec des personnes qui l'ont suivi, notamment par voie de presse. Ben, en fait, très rapidement, pour ceux qui ont suivi le débat, ils se souviennent du cas d'Abdelhakim Sefrioui. Et c'est extrêmement curieux qu'ils se souviennent du cas d'Abdelhakim Sefrioui parce que c'est absolument pas la personne qui a été jugée pour les faits les plus graves, puisqu'elle n'a pas été jugée pour des faits de complicité. Donc il y a comme ça cette double réussite judiciaire de le condamner à 15 ans de réclusion criminelle alors même qu'il n'est pas complice, et réussite médiatique de faire en sorte qu'en fait, le seul élément qu'on retienne d'un point de vue médiatique de ce procès, c'est la condamnation d'Abdelhakim Sefrioui. Il y a un élément central qu'il faut bien avoir à l'esprit par rapport à la manière dont ces procès se déroulent et par rapport aux charges qui sont reprochées. Vous avez des personnes qui ont été poursuivies et qui ont été condamnées pour des faits de complicité. La complicité, c'est le fait de se dire qu'il y a eu un apport de moyens, qu'il y a eu un soutien, par exemple logistique, ou qu'il y a eu un soutien psychologique envers la personne en connaissance de son projet. S'agissant d'Abdelhakim Sefrioui, non seulement, je l'ai dit, il ne connaissait absolument pas l'auteur de l'attentat, et il avait encore moins connaissance de son projet. Donc déjà, en fait, il y a une impossibilité matérielle liée au fait qu'il n'avait absolument pas connaissance de son projet. Ce qu'on lui reproche, c'est une autre infraction qui est celle d'association de malfaiteurs terroristes et finalement d'avoir eu une entente avec Brahim China pour conduire à la diffusion d'informations qui auraient été à l'origine du passage à l'acte et à l'origine du climat autour de Samuel Paty. Mais déjà, en fait, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente parce que les premiers messages qui vont être diffusés par Brahim China, ils le sont à un moment où il n'est absolument pas en contact avec Abdelhakim Sefrioui. Et lorsqu'il poste les messages sur WhatsApp pour dire qu'il faut réagir, pour dire à quel point ce qui s'est passé à l'encontre de sa fille lui est totalement insupportable, à aucun moment il a demandé l'aval d'Abdelhakim Sefrioui. Et les messages qu'il va diffuser sont déjà des messages qui sont extrêmement clairs. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il a pour intention qu'il y ait une incitation ou qu'il y ait la commission d'une action violente à l'égard de Samuel Paty, mais c'est un père qui s'exprime avec toutes les indications qui déjà peuvent permettre d'identifier le collège, l'enseignant et ce qui est décrit comme étant une discrimination. Donc déjà, en fait, il y a tous les éléments, donc il n'y a pas d'entente dans la diffusion de ces informations. Ensuite, il y a un contact qui intervient entre Brahim China et Abdelhakim Sefrioui et qui donne lieu à la diffusion d'une vidéo qui revient sur les faits, sur la description, sur les témoignages qui ont pu être recueillis pour retranscrire les conditions dans lesquelles ce cours se serait déroulé et les conséquences qu'on devrait en tirer, non seulement du point de vue du contexte, et les conséquences du point de vue d'éventuelles sanctions et d'éventuelles mobilisations et qui pourraient intervenir en raison de cette description. Mais donc en fait, par rapport à l'association de malfaiteurs terroristes, déjà, il y a un premier bémol par rapport à la démonstration de l'accusation, c'est qu'il n'y a pas d'entente. Parce qu'il y a ce message qui non seulement était antérieur à l'intervention d'Abdelhakim Sefrioui, et on sait, et la procédure l'établit, que c'est précisément ce message qui va être enregistré, capté, perçu par Anzorov, et que c'est à partir de ce message qu'il va y avoir une détermination de sa part d'un passage à l'acte à l'encontre de Samuel Paty. Et donc ensuite, il y a cette vidéo, mais qui est en fait totalement parallèle et qui non seulement n'est pas le fait d'une entente parce que c'est simplement une vidéo qui a été tournée et qui revient sur les faits en eux-mêmes, en tout cas les faits tels qu'ils sont compris au moment où cette vidéo est tournée, avec une critique qui est une critique politique qui est faite par Abdelhakim Sefrioui à la lumière du restant de son parcours. Et donc, on voit mal en fait comment on pourrait considérer que cet élément pourrait être considéré comme étant un acte préparatoire ou un acte matériel qui aurait participé ou contribué
à l'assassinat, puisque non seulement, encore une fois, elle n'a pas été vue par l'assaillant et par l'auteur de l'attentat, elle n'a pas pu été vue, par exemple, par rapport à des proches qui lui auraient dit tiens, il y a dans cette vidéo en fait l'ensemble des éléments idéologiques qui doivent conduire à ce que, eh bien, on doive considérer ton l'acte d'assassinat comme étant un acte légitime par rapport à ce qui est indiqué. Vous n'avez rien de cette nature. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très difficile en fait pour nous parce que au bout d'un moment, en fait, une fois que nous on met ces éléments bout à bout, une fois qu'on démontre que cette vidéo n'a pas été vue par l'auteur de l'attentat, non seulement elle n'a pas été vue par l'auteur de l'attentat, elle n'a pas non plus été vue par les collégiens. Les collégiens à qui on a pourtant fait dire à un moment donné qu'ils avaient pu voir cette vidéo, alors même que les seuls éléments qui ont pu être mentionnés sont les éléments en lien avec Brahim China. Mais comment fait-on en fait? C'est-à-dire que nous, on a cette addition de réalité matérielle, de réalité démontrée par la procédure, et pourtant, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Et enfin, il y a une question peut-être centrale qui doit se poser. C'est-à-dire que est-ce qu'on cherche à condamner Abdelhakim Sefraoui pour ce qu'il est? Est-ce qu'on cherche à le condamner pour les déclarations qu'il a pu faire et pour cette vidéo, même si on sait qu'elle n'a pas participé à l'attentat? Ben, on peut le faire. Mais dans ce cas, si on le fait, on considère et on assume qu'en réalité, c'est une décision qui est parfaitement politique en lien avec la personnalité même d'Abdelhakim Sefraoui et qu'on ne fasse pas naître une autre réalité qui ne serait absolument pas documentable. Il y a aussi quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que cette infraction d'association de malfaiteurs terroristes, qui a donc été créée en 1996, son objectif au départ, c'est ce qu'on appelle en fait une infraction obstacle. Infraction obstacle parce que c'est de se dire que les pouvoirs publics vont pouvoir intervenir à un moment où ils ont suffisamment d'éléments pour estimer qu'il y a une possibilité de passage à l'acte et que cette infraction d'association de malfaiteurs terroristes va permettre de judiciariser des personnes précisément pour empêcher le passage à l'acte. Sauf qu'en fait, déjà dans ce dossier, la singularité, c'est que le passage à l'acte a eu lieu. Donc on n'est pas dans le cas d'une infraction obstacle, puisque de fait, l'infraction peut être obstacle de rien du tout à partir du moment où l'attentat a eu lieu. Donc déjà, on est dans une dénaturation de cette infraction. Dénaturation d'autant plus importante parce qu'elle repose sur quoi cette infraction telle qu'elle serait reprochée à Abdelhakim Sefraoui? Elle serait basée sur l'idée que si eh bien, les services enquêteurs avaient eu tous les éléments en lien avec son intervention, ils seraient intervenus pour pouvoir éviter le passage à l'acte. Sauf qu'il suffit de rembobiner. Rembobiner parce que déjà, en fait, cette vidéo, même si elle existe, elle est sans incidence sur l'attentat qui va être commis par Anzorov. Non seulement elle est sans incidence, et on sait aussi à travers les éléments de la procédure qu'elle était aussi connue des enquêteurs. Donc en fait, s'ils avaient estimé que c'était une vidéo prise à la lumière du parcours d'Abdelhakim Sefraoui démontrait qu'il y avait une possibilité de passage à l'acte en lien avec cette vidéo qui entretiendrait ce climat, à ce moment-là, il fallait la judiciariser et il fallait avoir cette réaction qui n'a pas eu lieu. Et je pense que c'est une des incohérences les plus manifestes parce qu'on pourrait nous dire à la rigueur, en fait, on a découvert des éléments postérieurs. Mais en fait, manifestement, vous n'avez pas découvert d'éléments postérieurs parce qu'en fait, dès le début, dès les premiers jours qui vont suivre l'attentat, Abdelhakim Sefraoui est présenté comme une personnalité notoirement connue, fiché S, radicalisé depuis de longue date. Donc autant d'éléments en fait, qui étaient connus au moment où il poste sa vidéo. Et moi, j'ai la ferme conviction du fait que s'il n'y a aucune intervention judiciaire à ce moment-là, c'est qu'en fait, tout le monde sait parfaitement que cette vidéo ne contient pas de provocation à la haine et qu'il n'y a pas d'incitation quelconque à la commission d'une action terroriste. Sauf qu'encore une fois, Abdelhakim Sefraoui est un visage médiatique qui a émergé pour les raisons qu'on a déjà dit et que sa condamnation crée une forme de cohérence judiciaire. Cohérence judiciaire en disant finalement qu'il peut y avoir des personnes qui, par leur intervention même, vont contribuer de façon très abstraite à un climat, à une atmosphère qui conduit au passage à acte.
Sauf que ça, ce n'est pas encore une fois la réalité de ce qui doivent être les éléments qui peuvent permettre une condamnation et encore moins une condamnation à 15 ans de réclusion criminelle. La réalité de ce qui est su à ce moment par les enquêteurs, c'est qu'ils ont vu cette vidéo et qu'ils ont estimé qu'il n'y avait rien de judiciarisable. Et ce qui est vraiment déterminant, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre en fait, dans ce dossier que s'il n'y a rien de judiciarisable au moment où la vidéo est visionnée par les enquêteurs dès le début et dès le moment où elle est diffusée, il ne peut pas y avoir plus à judiciariser après l'information judiciaire et au moment du procès. Parce que la seule manière où finalement on aurait pu justifier le fait de venir judiciariser a posteriori cette vidéo, c'est si par exemple l'information judiciaire avait révélé le fait que cette vidéo aurait eu un rôle déterminant dans le passage à l'acte. Sauf que c'est précisément le contraire. Cette vidéo n'a pas été perçue et n'a pas de rôle dans le passage à l'acte. Donc le raisonnement qui consistera à dire éventuellement en fait oui mais en fait nous n'avions pas tout et l'information judiciaire a révélé des éléments postérieurs qui nous permettent d'avoir maintenant la conviction du fait qu'elle a eu un rôle, ça ne tient pas un instant. Et par contre, ce qui tient, c'est de se dire oui, vous avez raté quelque chose. Il y a effectivement quelque chose qui a été raté, c'est la détermination criminelle d'Anzorov. Et c'est le fait qu'il y avait déjà eu des signalements concernant des publications qu'il avait déjà pu faire. Et c'est le fait que depuis septembre, il est déjà à la recherche d'une cible. Et que cette recherche de cible, que cette détermination criminelle n'a aucun rapport avec Abdelhakim Sefrioui. Ce qui veut dire qu'en fait, on cherche vraiment à emboîter des choses qui ne sont absolument pas emboîtables parce que d'une part, l'information judiciaire n'a rien révélé de supplémentaire par rapport à la vidéo dans laquelle apparaît Abdelhakim Sefrioui, mais que par contre, elle a révélé au contraire qu'il y aurait pu y avoir des éléments qui permettaient de savoir la détermination de la part d'Anzorov dans la volonté de pouvoir identifier des cibles et dans une volonté d'avoir un passage à l'acte. Et c'est pour ça que finalement, par ce biais et cette transformation, on a aussi l'impression qu'au-delà même du fait de vouloir faire presque un laboratoire judiciaire autour d'Abdelhakim Sefrioui, c'est que son intervention, le fait qu'il soit une tête d'affiche, le fait qu'on le présente comme étant un militant antisémite de longue date vient nourrir un débat qui, d'une certaine façon, en fait, déresponsabilise les autorités publiques, déresponsabilise l'État parce que lorsqu'elles viennent faire naître ce schéma à l'encontre d'Abdelhakim Sefrioui, eh bien, comme ça, elles n'ont pas à répondre sur le point de savoir pourquoi est-ce que les signaux qui concernaient Anzorov n'ont absolument pas été identifiés et n'ont connu aucune forme de réaction de la part de l'autorité judiciaire. Et on a le sentiment finalement que la messe est dite, la boucle est bouclée, parce que dès le départ, plutôt que de se poser la question sur les raisons pour lesquelles les autorités étatiques n'ont pas identifié cette menace en lien avec Anzorov, n'ont pas non plus identifié les personnes qui constituaient son entourage immédiat, eh bien, la focale se tourne vers Abdelhakim Sefrioui et se tourne vers des termes qui vont être formulés dès 2020, à savoir cette fatwa numérique qui va être presque comme le sparadrap du capitaine Haddock qu'on va retrouver dans le cadre de l'information judiciaire et qu'on va retrouver à nouveau devant la cour d'assises spécialement composée. Et l'idée finalement qu'on viendrait reprocher à Abdelhakim Sefrioui d'avoir initié une fatwa numérique à l'encontre de Samuel Paty, ce qui non seulement ne tient pas par rapport aux éléments que j'ai déjà dit sur son absence totale de lien avec Anzorov et avec des personnes qui eh bien, baigneraient dans une idéologie terroriste et qui tient d'autant moins à la lumière du fait que, encore une fois, il n'y a rien dans son parcours qui permette d'établir une quelconque responsabilité dans des faits terroristes quels qu'ils soient. Il y a un point également sur lequel je voudrais compléter le propos par rapport au prétendu ascendant qui est allégué de la part d'Abdelhakim Sefrioui. C'est déjà qu'il n'y a aucune espèce d'altération ou d'abolition du discernement s'agissant de Brahim China. Il n'y a aucun élément qui permet de considérer de façon catégorique que Abdelhakim Sefrioui aurait influé psychologiquement, émotionnellement
sur ce dernier. Et ça ne résiste pas non plus à un certain nombre de constatations. Ça ne résiste pas au fait qu'il a pu diffuser ce message WhatsApp dans lequel eh bien, il revient sur ce qui s'est passé. Ça ne résiste pas non plus au fait qu'il va lui-même tourner une vidéo dans laquelle il revient à nouveau sur ce qui s'est passé sans compter de quelque façon que ce soit sur la participation d'Abdelhakim Sefroui. Et ça ne résiste pas non plus au fait qu'il est en contact avec des journalistes et des médias et qu'il est en contact avec des journalistes et des médias pour revenir sur ce qui s'est passé et qu'à aucun moment dans le dossier, vous n'avez un quelconque échange qui permettrait de se dire en fait, tiens, Abdelhakim Sefroui, eh bien, êtes-vous d'accord avec mon passage dans tel ou tel média ou êtes-vous d'accord avec la sollicitation que j'entends faire auprès de telle ou telle personne? C'est-à-dire qu'en fait, non seulement il n'y a pas d'ascendant et que l'accusation est en capacité, parce qu'elle cherche à faire croire à la thèse de l'existence d'une ascendance, à gommer toutes ces réalités. Mais comment en fait expliquer qu'il ait pu prendre contact par exemple des journalistes si par ailleurs il y avait un ascendant? Parce qu'en fait, s'il y a un ascendant, il empêche tout. Il empêche des contacts directs des journalistes, il empêche la vidéo qui va être enregistrée par Brahim China et ça emmène en fait un contrôle des informations et contrôle des initiatives. Et il n'y a absolument aucun mode d'emploi, si je puis dire, qu'il applique pour dire qu'en fait, il prend en considération la situation et qu'il demande par exemple à Brahim China de figer toute communication ou de ne prendre aucune initiative sans que, il en ait été avisé et sans qu'il ait lui-même donné son aval. Il n'y a rien dans ce dossier. Il y a un autre point, c'est qu'on sait qu'il y a une plainte pénale qui va être déposée par la famille et par Brahim China et par sa fille et qu'à aucun moment, vous n'avez de quelconque échange qui permette de penser que Abdelhakim Sefroui a demandé que cette plainte pénale soit déposée. Et au contraire, pendant les débats, on a pu largement voir à travers les réponses qui ont été notamment apportées par la fille de Brahim China qu'elle est claire sur le fait que non, à un moment donné, son père sent qu'elle ne va pas très bien et qu'ils sont en recherche de solutions et que parmi ces solutions figure la possibilité de pouvoir déposer cette plainte pénale. Et d'ailleurs, cet élément de la plainte pénale est extrêmement intéressant parce que déjà, il efface l'idée de l'existence d'un ascendant de la part d'Abdelhakim Sefroui et en lien avec la question de la responsabilité des autorités publiques, il y a aussi un point qui n'est pas dit, et ce point de non-dit, c'est que cette plainte, elle est permise, cette plainte, elle est reçue. Et on sait aujourd'hui que les services enquêteurs, parfois, peuvent parfaitement dissuader des personnes de déposer plainte, ou en tout cas pas forcément les encourager à aller jusqu'au bout de la démarche. En l'occurrence, cette plainte est déposée, elle donne lieu à des investigations extrêmement rapides et il n'y a aucun élément qui permette de penser au dossier que les enquêteurs auraient dit au moment de prendre la plainte, attention, il y a un risque de dénonciation calomnieuse, attention, ce que vous dites est extrêmement grave et pourrait entraîner des répercussions. On a enregistré cette plainte et on a décidé d'une enquête. Et donc, non seulement il n'y a pas eu d'ascendant d'Abdelhakim Sefroui, et en plus, vous avez une personne, Brahim China, qui a agi dans son coin de façon parfaitement autonome et qui a en fait lui-même été entretenu dans le cheminement dans lequel il se trouvait, entretenu par sa fille, qui était condamnée par la suite par les juridictions correctionnelles en raison de son témoignage et qui a également été entretenu par les médias avec lesquels il a été en relation et entretenu aussi par le biais de cette plainte qui a été enregistrée et qui a donné lieu à une réaction de la part de l'autorité judiciaire. Et encore une fois, non seulement il n'y a pas d'ascendant de la part d'Abdelhakim Sefroui dans ces différentes phases, et c'est des phases qui se déroulent sans même en fait qu'il en soit tenu informé de façon stricte. Il sait à un moment donné que oui, il y a peut-être la plainte qui est déposée, mais il n'y a pas de commentaire particulier fait en lien avec cette plainte. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce qui est tout à fait singulier dans ce dossier, c'est qu'en plus l'ascendant, on ne fait pas forcément reposer sur des éléments qui seraient des éléments tout à fait objectifs par la procédure, mais qu'on le raccroche à nouveau avec des éléments qui procèdent de la personnalité d'Abdelhakim Sefroui, mais qui sont là encore non corroborés par l'absence, par exemple, de condamnation ou
par le fait qu'il n'y a pas eu de réaction administrative et notamment de dissolution immédiate à la suite de manifestations qui auraient pu se tenir du collectif Cher Yassine. De la même manière, il y a un autre point qui est tout à fait important, c'est qu'à un moment donné, on lui dit en fait, vous n'ignoriez pas le climat qui pouvait y avoir autour des faits et autour du collège. Sauf qu'en fait, la multiplicité des messages que peut recevoir Brahim China, il n'en est absolument pas lui informé. Il ne sait pas que Abdelhakim Sefrioui ne sait pas que Brahim China reçoit la totalité de ces messages, ces centaines et ces centaines de messages. Et c'est pour ça qu'en fait, du point de vue de l'intention, là encore, par rapport à la seule démonstration qui doit importer, si vous reprenez les choses une à une, en fait, vous voyez que ça ne tient pas. Premier élément, il n'a pas connaissance du projet d'attentat. Donc on sait que ce n'est pas ça l'intention. Deuxième élément, il n'y a pas d'entente et de but établi avec Brahim China et d'entente qui serait dirigée vers une incitation à un passage violent parce que vous n'avez aucun élément de cette nature qui viendrait documenter cette affirmation. Troisième élément, s'agissant de l'intention, c'est qu'on vient lui dire finalement qu'il aurait pu être conscient du climat qu'il y avait autour, sauf qu'en fait, c'est Brahim China qui a rendu destinataire des messages et que c'est lui qui est à un moment donné en lien avec Anzorov, ce que n'est pas Abdelhakim Sefrioui. Quatrième élément, s'agissant de l'intention, c'est de dire éventuellement en tout état de cause, en tant que militant aguerri, vous ne pouviez ignorer. Sauf qu'en fait, je veux dire, ce n'est pas la réalité militante de l'engagement d'Abdelhakim Sefrioui, qui n'a pas de lien avec des organisations terroristes et dont en plus les scellés ont été largement exploités et aucun scellé n'a donné lieu par exemple à ce qu'on puisse convaincre du fait qu'il était intéressé par la cause d'Al-Qaïda ou par celle de l'État islamique et par les idées défendues par ces organisations terroristes. Et ce qui veut dire que là aussi, en fait, on procède à une nouvelle transformation de la réalité en venant lui dire qu'il y a une intention liée à sa connaissance d'un contexte, alors même que ça n'est pas sa réalité immédiate. Non seulement ça n'est pas sa réalité immédiate, et encore une fois, il n'y a pas d'éléments dans la procédure qui permettent d'affirmer que c'était des sujets qui suivaient de façon extrêmement attentive et que par conséquent, ils ne pouvaient que savoir que n'importe quelle vidéo était susceptible de pouvoir déclencher une action. Je l'ai dit d'entrée de jeu, ça a été une décision qui a été un véritable coup de tonnerre. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'une personne qui n'a aucun casier judiciaire en lien avec ce type de fait déjà soit condamnée et soit condamnée pour une peine aussi lourde. Mais maintenant, l'éventail des peines qui ont été prononcées par la juridiction confirme parfaitement la thèse que nous avons soutenue dès le départ, à savoir en réalité le caractère politique des poursuites qui étaient entreprises à l'encontre d'Abdelhakim Sefrioui. Caractère politique parce que la volonté, ça a été de faire de ce procès un procès laboratoire autour de cette idée de fatwa numérique et donc axer un certain nombre de débats sur la personnalité même d'Abdelhakim Sefrioui, sur ce qui serait sa responsabilité. Et ça, en fait, ça ne pouvait tenir d'un point de vue aussi du récit médiatique et du récit qui était attendu de la part des autorités poursuivantes, que si en fait vous avez une peine qui est en corrélation avec la démonstration qu'on cherche à faire. Parce que si on dit que l'idée centrale de ce procès, c'est la fatwa numérique qui a été donnée par Abdelhakim Sefrioui, eh bien, vous ne pouvez pas non plus avoir une responsabilité largement supérieure. Parce que là, en fait, il y aurait une incohérence dans le message qu'on cherche à donner. Et donc, en fait, par le biais du choix des peines, ça permet en fait d'avoir toujours une concentration sur la question d'Abdelhakim Sefrioui qui se retrouve condamné à 15 ans de réclusion criminelle et qui est largement supérieur à des peines qui ont été prononcées à l'encontre de personnes qui étaient en contact direct avec Anzorov et pour lesquelles la radicalité avait été établie par les éléments de la procédure qui se retrouvent avec des peines d'emprisonnement avec sursis. Et c'est pour ça qu'en fait,
non seulement finalement dans le choix de ces peines, on y voit une cohérence, mais c'est aussi à un moment donné demander au grand public de se poser les bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est âgé d'une plus d'une centaine d'années, qui n'a jamais été incarcéré et qui subitement constituerait une menace pour l'ordre public et qu'on viendrait eh bien, condamner à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Et puis d'autres qui ont pu bénéficier de peines largement amoindries et dont l'ancrage pourtant radical a été établi par la procédure. C'est tout de même en fait une incohérence, mais cette incohérence, elle est le prix de la cohérence qu'on cherche à donner à ce procès. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on examine les peines, on n'est pas surpris par ce delta de peine parce que, encore une fois, il est en corrélation avec le message qu'on cherche à diffuser autour de cette condamnation. Et ce message, non seulement il est en lien avec cette faute numérique, et puis il est aussi en lien avec tout ce qu'on s'est dit, à savoir ces questions de ne pas avoir identifié la menace que pouvait constituer Anzorov, en lien aussi avec le fait que vous avez d'autres messages dans la procédure, où à un moment donné, vous avez des personnes qui parlent d'actions violentes qui pourraient être commises à coups de hache et qui pourtant, bizarrement, vous voyez, dont il est là encore fait abstraction dans le cadre des éléments de l'instruction. Donc, c'est cette série de questions en plus auxquelles on n'a pas de réponse, mais qui, manifestement, s'intéresse encore à cette série de questions. Parce que les personnes qui ne lisent que certains comptes rendus ou la présentation qui est faite par l'accusation peuvent être tentées de croire, encore une fois, que le cœur du procès se noue dans la question d'intervention d'Abdelhakim Sefrioui, sauf que telle n'est absolument pas la réalité de cette affaire. Et donc, en fait, je pense que tout le monde est perdant. Abdelhakim Sefrioui, au regard de la peine qui a été prononcée à son encontre, les parties civiles, parce qu'en fait, on vient chercher à démontrer une responsabilité qui n'est pas actée par les éléments de la procédure, et l'opinion qui se retrouve entretenue dans l'idée qu'en fait, on aurait incarcéré une personne qui aurait un lien idéologique avec la commission de l'attentat, ce qu'elle n'a pas. Et je pense que non seulement en fait, ça met à plat la cohérence même de cette décision, et ça met en fait à plat la cohérence même de précédentes décisions qui ont été rendues par les juridictions antiterroristes, parce que pour se retrouver avec un quantum de peine de 15 ans de réclusion criminelle, je veux dire, généralement, ce sont des personnes qui ont des liens extraordinairement étroits avec l'auteur de l'attentat et pour lesquels en fait la question du soutien opérationnel se pose et qui se retrouve un peu à mi-chemin, en tout cas dans la perception de la part de la justice, entre l'action malfaiteur et la complicité. Alors que là, en fait, on passe d'une personne contre laquelle on pourrait reprocher, je veux dire, dans le pire des cas, selon la logique de l'accusation, des faits de provocation pour lesquels le quantum de peine ne serait absolument pas comparable et qui se retrouve confronté donc à une décision de 15 ans de réclusion criminelle. Il y a un dernier point qu'il faut aussi souligner, c'est que vous avez eu des incohérences liées à l'intervention de certaines prises de parole et de la réaction de la part des autorités sur le traitement judiciaire. Parce que dans le cadre des débats sur la loi séparatisme, il a à un moment donné été intégré ce qu'on appelait l'amendement Paty. Et l'amendement Paty, c'est de se dire que vous aviez certaines situations qui ne pouvaient pas être judiciarisées en l'état du droit et qu'il fallait créer une nouvelle infraction. Et cette nouvelle infraction, c'est celle de mise en danger par la divulgation de données professionnelles ou de données qui permettraient l'identification et qui seraient susceptibles de conduire à un passage à l'acte. Et avec un quantum de peine qui, de mémoire, est de maximum 5 ans, ce qui n'est absolument pas comparable avec l'association de malfaiteurs terroristes. Et là encore, c'est vraiment toujours cette même interrogation et cette même logique de vouloir emboîter ce qui ne peut pas l'être. C'est qu'on vient vous dire d'un côté, en fait, on crée un amendement précisément pour éviter ce qui s'est passé et pour pouvoir judiciariser des situations qui pourraient l'être en vertu de la loi nouvelle. Et en même temps, on vient vous dire, en fait, s'agissant de ce cas de figure, on ne reconnaît pas non plus que la loi nouvelle
aurait pu s'appliquer et on cherche quand même à condamner une personne sous l'empire d'une autre infraction qui manifestement ne devait pas et n'aurait pas pu être appliquée. Et ça, je pense que ça doit susciter en fait des interrogations extrêmement fortes parce qu'en fait, quel est le sens de nous dire il nous faut une infraction nouvelle et c'est cette infraction nouvelle, en tout cas on a tiré les enseignements de l'affaire Paty pour créer cette infraction nouvelle et se dire en fait là au cas d'espèce, c'est pas grave, on va quand même condamner et on dit en fait non seulement vous condamnez pour une infraction qui ne devrait pas être appliquée, en plus vous condamnez pour une infraction dont le quantum de peine n'est absolument pas comparable et ça manifestement c'est indifférent aux yeux de l'autorité judiciaire. Les différents témoins qui ont été cités par l'accusation ne sont absolument pas déjà des témoins de fait parce qu'ils ne peuvent pas l'être. Ils ne peuvent pas l'être parce que Abdelhakim Sefrioui n'était pas présent au moment des faits et qu'il ne connaît pas l'auteur de l'attentat. Ce sont des personnes qui sont venues s'exprimer sur des éléments qui seraient des éléments de personnalité, mais en fait des personnes qui étaient elles-mêmes en désaccord sur fond politique avec Abdelhakim Sefrioui, ce qui peut interroger en fait sur l'authenticité de leur témoignage et sur les raisons pour lesquelles ils peuvent venir s'exprimer devant la juridiction. Mais il y a un point par contre qui aurait dû être retenu, indépendamment même du point de savoir si les désaccords qu'il peut avoir étaient légitimes ou non, c'est que vous n'avez aucun témoin qui soit venu vous dire que, il a des liens avec des organisations terroristes et avec des personnes qui sont condamnées pour des faits de terrorisme. Et pourtant, c'est le point quand même central, parce que le point qui est reproché, c'est l'association de malfaiteurs terroristes. Et donc, c'est une démonstration qui est essentielle. Donc, même si je puis dire, il y a ces désaccords politiques, en attendant, même si on entérine certaines de leurs déclarations, elles sont parfaitement indifférentes à tout le processus parce que ce n'est pas eux qui renseignent sur la question du lien de causalité que cherche à faire naître l'accusation entre Abdelhakim Sefrioui et la commission de l'attentat. Il y a une énorme ambivalence autour des attentes qu'on peut avoir autour de ce procès. Ambivalence parce qu'il y a une conscience qui est de la lucidité sur la difficulté de la tâche à accomplir. La difficulté de la tâche à accomplir, c'est que les acquittements dans des dossiers de cette nature sont extrêmement rares, pour ne pas dire exceptionnels en matière antiterroriste, au vu de la lourdeur des attentes qui pèsent sur les juridictions. Et donc ça, c'est un premier facteur qu'on doit nécessairement prendre en considération pour mesurer à quel point la marche peut être haute. Mais cette ambivalence, elle est quand même rapidement effacée par le fait qu'aujourd'hui, en fait, vous avez quelqu'un qui n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est-à-dire qu'il tourne dans sa cellule 24 heures sur 24 avec la nécessité de pouvoir trouver des occupations, l'incompréhension totale autour de cette condamnation. Et donc, en plus, une personne qui n'a pas été entendue dans son affirmation d'innocence, ni par information judiciaire, ni devant les premiers juges, et donc dans cette nécessité en fait impérieuse de devoir réaffirmer cette position et qu'à un moment donné, en fait, elle soit entendue et qu'elle soit sue et connue de tous, qu'il n'y a pas de lien de responsabilité avec la commission de l'attentat. Et donc ça, il faut absolument que ce soit entendu par la cour d'appel parce que, encore une fois, on lui demande de faire abstraction des impressions qui peuvent procéder en lien avec la présentation qu'on peut faire de sa personnalité, en lien avec les circonstances et les informations qui ont pu être données par rapport à ce cours et aussi au sentiment de confusion qui était entretenu par la fille elle-même de Brahim China qui a été condamnée précisément pour des faits dénoncés calomnieuses en raison de ces mensonges, qu'a pourtant cherché à vérifier en demandant à d'autres collégiens et collégiennes Abdelhakim Sefrioui. Et ça, tous ces éléments, en fait, on veut que ce soit au cœur du débat et qu'on arrive en fait à crever cet écran qu'on cherche à faire, non seulement de personnalité et cet écran politique, pour s'attarder sur la seule chose qui importe, à savoir la question du lien causal et cette démonstration de la responsabilité dans l'association de malfaiteurs, puisqu'il y a évidemment aujourd'hui une attente qui est primordiale, puisque c'est le procès de la dernière chance d'Abdelhakim Sefrioui. Mais je pense que pour cela,
non seulement il faut en aviser la juridiction, mais il faut aussi que tout le monde comprenne bien les enjeux qu'il peut y avoir autour de ce procès et qu'on amène en fait à bien se poser les questions. Ce n'est pas parce qu'il y a une émotion extrêmement forte, légitime en lien avec la commission des attentats que ça doit nous conduire à une cécité sur ce qui aujourd'hui peut occasionner des décisions de condamnation à l'encontre de personnes qui se voient poursuivies, notamment du chef d'association de malfaiteurs. Parce que sinon, en fait, ça contente personne et ça contente encore moins l'œuvre de justice et l'œuvre collective qui est une œuvre qui doit être tendue vers un devoir qui est un devoir non seulement de justice mais aussi de vérité.